pour la troisième épreuve de la saison. Donc on a la chance aujourd'hui de recevoir Madame Florence de Moreau, qui va nous présenter une communication sur son château, qui est le château de Louvigny. Bon, je ne vous en dis pas plus, hein, c'est une surprise. Juste une petite chose, on est en train de réfléchir à la prochaine saison des Apérops. Comme vous le savez, ou peut-être je vous le rappellerai, l'année prochaine ce sera la 15e saison déjà. Et donc là, on vous demandera une petite participation. Vous verrez en bas, on vous donnera des petits post-it avec des petits crayons. Et ce qu'on va vous demander, c'est de réfléchir un petit peu à des conférenciers qui vous ont plu lors de ces 14 saisons écoulées, ou des thématiques que vous voudriez qu'on aborde. On se chargera de trouver des conférenciers, ne vous inquiétez pas. Mais si vous avez des choses que vous voulez absolument voir, revoir, entendre ou réentendre, voilà, on compte sur votre petite participation. Alors voilà, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Madame de Moreau, donc, que je vous l'ai dit, est propriétaire du château, mais est aussi historienne de l'art. Ça ne va pas m'empêcher de vous témoigner toute ma reconnaissance d'être là aujourd'hui parmi vous, de remercier M. Di Stadio et le conservateur adjoint ainsi que Mme Carpio, la conservatrice, de cette merveilleuse invitation à passer à table, parce que comme M. Di Stadio ne l'a pas précisé, le thème de ma conférence, c'est « À table, bienvenue, Madame est servie au château de Louvigny ». Mais avant de nous rendre à Louvigny, qui est en effet la propriété de famille depuis 1716 et que nous allons découvrir en même temps, je voulais vous faire une petite rétrospective, comment dirais-je, vous permettre de vous rendre compte de l'art de la table au XIXe siècle, à l'époque de Robs, puisque ma famille et l'âge d'or de Louvigny, c'est l'âge d'or de Robs également. Et donc, avant de nous plonger dans cette période tout à fait opulente et exceptionnelle, je vous invite à vous mettre à la table d'autres personnes tout aussi importantes qui vont nous permettre d'avoir un regard beaucoup plus précis sur l'histoire. Voici Louvigny, vous voyez, un peu comme le château de Tauzé, qu'apparemment vous connaissez très bien. C'est la même époque, nous avons un château néo-renaissance, je vous en reparlerai par la suite. Et voici, nous avons un château dans le style de Downton Abbey. Et c'est pour cette... Voilà, vous avez tout de suite remarqué, je vois, c'est très bien, où les domestiques sont présents pour vous faire revivre la vie au XIXe siècle. Puisque c'est un château bavard, un peu comme moi, vous allez le voir. D'ailleurs, Maréline, il faudra me faire signe quand je dois m'arrêter, ma collaboratrice que je remercie d'être là, et qui est un château qui a conservé toute son histoire, aussi bien les albums de cuisine que la vaisselle qui servait pour ses grands dîners, mais aussi l'histoire des domestiques, d'Anna, la cuisinière, dont nous allons découvrir la cuisine. Et tous ces souvenirs ont été gardés, et j'en ai fait une espèce de bulle atemporelle, une capsule atemporelle du XIXe siècle, le vrai Downton Abbey de la Belgique. Mais avant de passer à table à Louvigny, je vous invite à nous plonger, et nous avons dressé la table pour vous. Nous sommes reçus aujourd'hui à la table d'un grand sénateur gallo-romain, et nous voici au IIe siècle après Jésus-Christ. Il est 15h de l'après-midi et c'est la cena, hein, la dernière scène, hein, la cena, la scène, où nous sommes reçus dans le triclinium. C'est en fait l'origine de la salle à manger, où on était reçus couchés, puisque des lits, ça était préparé par vous, par les domestiques, où on avait apprêté des coussins, des couvertures, vous allongiez par 3, triclinium, n'est-ce pas? Oui, c'est tout à fait amusant, hein. Vous allez voir, nous allons finir assis, hein, je vous préviens. Nous étions couchés, à table, vous voyez, il y avait déjà une bouteille, c'est l'apparition de la bouteille en verre qui va servir à être versée à table, ce ne sont plus les cruches que l'on connaissait. On voit à table en effet aussi des serviettes et aussi des petites coupes qui sont là pour recueillir les olives, les escargots que l'on dégustait à l'époque. Et alors très important, on emmenait avec soi sa serviette. Sa serviette, eh bien, on avait une serviette personnelle que l'on amenait au dîner. Il y avait des lectures pendant le repas. Pline le Jeune insiste très fort sur la poésie qui doit être à l'égal des mets que l'on vous servait. On mangeait de façon très sobre,
tout à l'opposé de ce qu'on croit, et des clichés, des escargots, des coquillages, et on voit d'ailleurs à cet effet sur la table une cochlea, c'est une petite cuillère avec un manche pointu qui permettait de faire un trou dans l'œuf de les gober et aussi d'ouvrir les coquillages avec la cochlea, et on mangeait bien sûr avec ses doigts. C'est la raison pour laquelle au début du repas, un domestique vous avait apporté une aiguillère et son bassin pour vous rincer les doigts dans des eaux parfumées. À la fin du repas, eh bien, vous emportiez vos mets dans votre serviette personnelle. C'était déjà le doggy bag. Voyez, il était déjà bien présent. À la fin du repas, grande splendeur, votre hôte vous avait préparé une échappée de pétales de rose. En effet, du plafond, s'ouvrait le plafond et des pétales de rose que l'on voit encore présents ici se répandaient à vos pieds avec un parfum merveilleux. Nous arrivons alors au Moyen-Âge où la table est dressée. Et on voit là l'origine du mot « dresser la table ». En effet, c'est un tréteau, deux tréteaux sur lesquels on va placer des planches qui vont être recouvertes ici d'une nappe en lin. Et on voit très bien alors le doublier qui est ici. Alors il paraît qu'il y a un petit bouton qui permet de voir. Voilà, ici le doublier. C'est une double nappe d'un côté qui est placée, puisque les invités, vous étiez placés au Moyen-Âge d'un seul côté de la table pour avoir toute la vue sur les entremets. Les entremets à l'époque, eh bien, ce sont des moments de réjouissance pendant le repas où les jongleurs, les ménestrels venaient, je dirais, embellir ce moment gustatif. Et on retrouve, non toujours pas d'assiette, mais un tranchoir. Et le tranchoir, c'est en effet cette planche en bois, parfois en étain, dans d'autres matériaux, sur laquelle on venait poser une tranche de pain épaisse de 4 doigts, sur laquelle on venait rechercher, placer des morceaux de dinde. Ici, vous voyez une très belle dinde farcie, qui était posée, coupée avec un couteau, apparition du couteau, sur cette tranche de pain. Donc c'est la tranche de pain, cette grosse tranche de pain, qui va être l'origine de notre assiette. Elle n'était jamais mangée. Cette grosse tranche de pain repartait dans les cuisines où elles étaient données aux valets ou aux pauvres. Donc partager, d'où l'appellation partager sa croûte de pain avec les pauvres. Voyez ? On retrouve aussi quelque chose d'amusant. Il n'y a toujours pas de verre, mais on a, par contre, pour 2 tranchoirs, vous avez une écuelle. Une écuelle qui est réservée pour les bouillons, puisque c'est la grande époque des bouillons, mais aussi, il n'est pas présent sur la table, un hanap. Un hanap, c'est une vasque, un espèce de grand vase sur pied qui va être passé d'une personne à l'autre. On a très peur à l'époque médiévale des empoisonnements. Et donc, pour ce faire, tant qu'à faire, empoisonnons tout le monde, et on se partageait la même coupe avec le vin. Dans la dernière scène du Christ, vous voyez, toutes les origines qui reviennent, qui étaient des traditions, qui vont devenir des traditions à l'époque médiévale. Le hanap, l'écuelle, une pour 2 personnes, et le couteau bien tranchant pour couper les mets. On continue de manger avec ses doigts comme à l'époque romaine. Et donc toujours cette aiguillère et son bassin qui vont permettre de se rincer les doigts à la fin du repas. Petit à petit, nous avançons vers la Renaissance avec une très jolie table ici sous François Ier au château d'Écouen. Nous sommes en 1565. On voit apparaître sur les tables non plus ce tranchoir en bois, mais des éléments très beaux en faïence, de la ville italienne de Faïenza, où vous avez cette très jolie gourde aux couleurs chaleureuses, et apparaît tout doucement sur la table une pièce que l'on reconnaît, qui est la fourchette. Une fourchette avec de longues dents, et que l'on a jugée à la Renaissance extrêmement malpropre, parce qu'elle se passait d'une personne à l'autre, et désagréable dans la bouche, étant donné la longueur des dents, vous voyez ? Et c'est Catherine de Médicis qui l'a bien sûr fait venir d'Italie à la cour de François Ier. Toujours pas d'assiette, toujours pas de verre, quelques petits bols en faïence comme on le voit, toujours pour quelques petits mets délicats, et aussi le hanap, ici, une nef plutôt, qui est, la nef en fait servait à contenir et à présenter à ses invités avec ostentation, dans des très belles pièces d'orfèvrerie, les épices.
c'est la grande époque des épices et on va même parfois mettre une nef, cadenasser la nef ayant souvent la forme d'une véritable nef, c'est-à-dire d'un vaisseau. Et donc on présentait avec ostentation la richesse de la maison, les épices à l'époque. Nous avançons tout doucement et nous arrivons, voilà, à un ambigu chez la marquise de Sévigné, cette femme de lettres divines. Nous sommes en 1683. Qu'est-ce qu'un ambigu chez la marquise de Sévigné? Il faut se rendre compte qu'à l'époque, vous étiez des invités, vous alliez d'abord avoir un déjeuner, après le déjeuner, vous rendiez au spectacle, après un spectacle, vous aviez un souper, après le souper, vous étiez invité chez la marquise de Sévigné pour un bal, et à la fin de la soirée, ayant bien dansé, le moment le plus attendu, c'était le réveillon. Qu'est-ce que le réveillon? L'appellation que l'on connaît pour le réveillon de Noël, le réveillon du Nouvel An, c'est réveiller les sens. Comment va-t-on réveiller les sens? En vous posant des agapes tout à fait raffinées. Et surtout, le moment clé, c'est l'ambigu. Tout le monde se rejoignait à l'ambigu. Et l'ambigu, c'est ceci. C'est un buffet, comme on le voit ici, sur un dressoir. Un buffet ambigu, c'est-à-dire qu'il y avait du salé et du sucré. Que nous étions à la fin du jour, au début de la nuit, que les gens pouvaient être assis ou debout face à ce buffet, et qu'on y dressait, sur ce dressoir qui apparaît d'ailleurs à la Renaissance, on dressait là toutes les plus belles pièces d'orfèvrerie que l'on avait à présenter et qui donnaient tout de suite le ton sur la personne que vous étiez. Vous étiez riche, puissant, eh bien, vous aviez sur votre dressoir les plus belles choses, jusqu'à vos bijoux de famille que l'on présentait avec ostentation. Hein? Ah oui, tout à fait. Très étonnant comme période. On retrouve également du sucré, et là vous retrouvez bien sûr des pyramides de fruits confits, 4 sortes de masse-pain, mais également de la porcelaine de Chine, la famille verte, très très à la mode à l'époque au XVIIe siècle, et qui était revenue, bien sûr comme vous le savez, dans les cales des bateaux, comme lest revenant de Chine quand on ramenait les épices. Et cette porcelaine chinoise va être très en vogue, ça c'est la famille verte, et fait la splendeur des dressoirs des gens les plus raffinés. À l'avant, vous voyez, on a une autre table où étaient présentés dans des petits paniers les citrons, les oranges, les petits melons, toutes des choses exquises et rarissimes pour l'époque que l'on présentait avec ostentation d'après des dessins de Bérin à l'époque. Chose tout à fait extraordinaire et typique de l'époque, c'est ceci, c'est une serviette pliée. L'art de tuyauter les serviettes, de les plier. Quand vous voyez l'état maintenant, on les plie en cornet, etc., c'est tout à fait ridicule. On devait suivre des cours qui mettaient des heures et la marquise de Sévigné elle-même allait le matin chercher ses serviettes pour les grands dîners du soir, pliées en cygne, pliées en lièvre, pliées en artichaut. L'art du tuyautage et du plissage des serviettes était extraordinaire au XVIIe siècle. Alors, nous continuons après la Renaissance. Nous arrivons à la table de Madame du Barry au pavillon de Louveciennes, où on retrouve de façon très ostentatoire un somptueux milieu de table floral. En effet, il n'y a pas de table à cette époque sans milieu de table extravagant. Et ce sont des fausses fleurs. C'est ça le grand chic à l'époque. Ce sont des montages de fleurs en soie, plus vrais que naturels. Et ça, c'était le grand chic. Il fallait plus vrai que vrai. Et on y mélangeait, en plus de ça, des vraies fleurs. On mélangeait les fleurs en soie d'origine italienne qui ont été inventées à la Renaissance en Italie avec des vraies fleurs. Et on rajoute alors, bien sûr, dans ces décors somptueux, l'apparition des couverts. Vous avez le service ici, le bleu céleste de la marquise de Pompadour, puisque la marquise de Pompadour, alors, va vraiment développer la porcelaine de Sèvres et va lui donner beaucoup de droits, va le mettre entièrement sous sa protection, va lui octroyer la possibilité d'utiliser de nombreux ors, le bleu, et ce bleu magnifique qu'on appelait le bleu céleste. Et vous voyez également les couverts apparaître, la cuillère et la fourchette à l'envers, pour mieux voir les armoiries de la personne à qui elles appartenaient. Toujours pas de verre, comme vous remarquez, toujours pas de verre, mais par contre,
on voit que les verres sont placés. Ici, c'est une photo qui est à Louvigny, puisque je fais une exposition une année sur l'art de la table de l'Ancien Régime à Napoléon III. Et on voit que la verrière est présente à côté de la table. Qu'est-ce qu'une verrière? Donc, c'est une coupe ovale à bord crénelé où on met le pied du verre à l'envers, voyez, pour rafraîchir les verres. On les met sur un lit de glace, y compris les bouteilles. Je crois qu'il y a un... Oui, j'ai la suivante. Hop. Ici, vous avez un rafraîchissoir. Les rafraîchissoirs qui étaient à côté de la table pour rafraîchir les verres. Eh bien, le temps passe et nous arrivons enfin vraiment à l'âge d'or de la gastronomie française et de l'art de la table. Nous sommes sous Napoléon, c'est le service à la française et nous sommes au château de la Malmaison, que je vous invite vraiment à aller visiter si vous n'avez pas encore découvert, qui est une pure merveille. C'est un décor, c'est bien sûr la Malmaison, c'est le château privé de Joséphine de Beauharnais et de Napoléon. C'est là que Joséphine va inviter ses intimes, sa famille, mais aussi les aides de camp de son mari, les maréchaux qui sont de passage. Et on voit que la salle à manger commence à exister. Et ça, c'est tout à fait nouveau. Vous avez vu cette table qui est dressée sur ces tréteaux un peu partout au cours des siècles. Là, on arrive vraiment à un lieu qui est représentatif de ce fait de manger, de l'acte de déguster qui va prendre toutes ces lettres d'or sous l'Empire. Nous sommes dans un décor qui a été réalisé par Laffitte. Nous avons des chaises qui ont été réalisées par l'ébéniste Jacob. Et à table, un service à l'égyptienne, puisque Napoléon découvre l'Égypte, emmène avec lui Vivant Denon et va faire réaliser un service en porcelaine de Sèvres à l'égyptienne à partir des dessins de Vivant Denon et qu'il va d'ailleurs donner en cadeau de rupture lors du divorce avec Joséphine, qu'il a éperdument aimé, et c'est un cadeau de divorce quand même tout à fait somptueux, qui représente donc toutes les découvertes archéologiques en Égypte. Vous voyez, cette table a tout à fait changé. Nous avons en effet les assiettes, les couverts, et alors, en gobelleterie, le cristal apparaît. Grande nouveauté. Il faut dire que c'est une coïncidence, cette création du cristal. Avant, nous avions le verre, depuis la Mésopotamie. 2500 avant Jésus-Christ, on trouve déjà comment fabriquer du verre. Et puis maintenant, à table, on a découvert le cristal. Et en effet, c'est le roi Jacques Ier qui va dire à ses verriers interdire l'utilisation du bois et qui va dire, parce qu'il doit garder le bois pour la construction de ses navires, et va interdire l'utilisation et demander à ses verriers de remplacer le bois par de la houille et la potasse par du plomb. Coïncidence extraordinaire, on découvrira grâce à ça le cristal magnifique qui va donner du lustre à chacune des boissons. Et on retrouve donc deux verres en cristal ici, et surtout l'argenterie, l'orfèvrerie. Sous Napoléon, c'est vraiment l'âge d'or de l'orfèvrerie. C'est les grands orfèvres, Henri-Auguste qui va créer le Grand Vermeil, qui comprend plus de 425 pièces d'orfèvrerie et qui est le cadeau du sacre de Napoléon que la ville de Paris va lui offrir. C'est Biennet, c'est Audio et aussi un service que vous voyez, ce sont quoi? En fait, ce sont des réchauds sur lesquels on pose des cloches qui vont contenir les mets et c'est le service à la française. Qu'est-ce que le service à la française? Eh bien, à l'époque, on arrivait par vagues successives, vous étiez assis à table, eh bien, par vagues successives, les domestiques vous apportaient des plats clochés qui contenaient les mets et il y avait parfois jusqu'à 5 services différents. Alors, vous aviez autour de vous des plats différents, vous pouviez choisir le plat que vous aviez, mais si les cailles étaient de l'autre côté de la table et que vous aviez les grives, eh bien, vous mangiez des grives. D'où l'expression, voilà, faute de grives, on mange des merles. Surtout que le Napoléon écossais comme il était adorait surtout les merles. Donc, c'était très désagréable, très frustrant de n'avoir accès qu'à ce service. Par contre, les plats étaient clochés et on déclochait et un parfum merveilleux embaumait la pièce dès qu'on passait à table. Ça, c'est le service à la française, sous Napoléon. Alors, Napoléon, je reviens 2 secondes. Oups. Allez, voilà.
Il faut dire, oui, celle-là est moins bonne. Il faut dire que Napoléon, chose assez incroyable, détestait manger. Il déteste manger, il mange très vite, il avale les aliments. En campagne, à cheval, il mange même à cheval. Il mangeait en 5 minutes en tant que général Vendémiaire, 10 minutes en tant que consul, et en tant qu'empereur, il va prendre quand même 15 minutes. Mais il finira par un cancer de l'estomac, hein. Là, je vous dis vite. Hein. Donc, ça n'a pas empêché Napoléon de faire de son empire et de cette époque du XIXe siècle l'âge d'or de la gastronomie française. C'est grâce à cette époque-là que tous les menus, quand vous voyagez dans le monde, sont toujours en français. C'est grâce à cette époque-là que la gastronomie a pris son lustre. Pourquoi ? Parce que Napoléon, il faut vous rendre compte que quand Napoléon va récupérer la France, va lui donner sa stabilité, nous sommes dans une société de la fin de l'Ancien Régime. Fini les corporations, terminé les corporations, la France est exsangue, ne sait plus comment vivre, les gens meurent de faim. Napoléon va redonner de la stabilité, va relancer l'économie en véritablement relançant les manufactures, Gobelin, la porcelaine de Sèvres et ainsi de suite, pour décorer ses palais. Il va faire des commandes magnifiques, somptueuses pour relancer cette économie. Et ça va marcher. Parce que la société est composée à l'époque de 2 choses. D'abord, la bourgeoisie, une bourgeoisie spéculative, qui s'enrichit dans ce commerce, bien sûr. Et d'autre part, une noblesse, la noblesse d'empire, très puissante noblesse d'empire composée de 2 types de nobles. D'abord, les anciennes familles exilées, la noblesse française qui n'est pas passée au fil de l'échafaud, qui s'est exilée et qui revient en France. Et d'autre place, la noblesse d'empire, ce sont ces maréchaux qui se sont distingués, les officiers qui sont battus sur le champ de bataille et qui donc ont du lustre et veulent montrer qui ils sont. Tous ces gens ont frôlé la mort de près, ont vraiment survécu dans des conditions extrêmes. Ils mouraient de faim, ils ont été privés du luxe pendant longtemps, et donc Napoléon va leur proposer de faire des dîners et de récupérer pour eux les cuisiniers de toutes ces familles qui sont passées au fil de l'échafaud, de les engager et de recevoir. À un tel point qu'il dira, je vais reprendre mes petites notes parce que j'aime bien citer directement, Napoléon disait d'ailleurs, « Ayez bonne table, dépensez plus que vos appointements, faites des dettes, je les payerai. » À un tel point que Cambacérès Talleyrand devait donner jusqu'à 4 dîners par semaine. Et Antonin de la gastronomie, notre art, escorte la diplomatie. Et tout Premier ministre est son tributaire. Présider une chambre politique, remplir une ambassade, c'est faire un cours de gastronomie. En effet, le pouvoir de la table est tel à cette époque-là qu'il vraiment symbolise la magnificence et la toute-puissance de la France. Les orfèvreries, audio, etc. sont omniprésents et on va développer des préceptes. Et c'est qui ? Eh bien, on va même développer avec Guillaume de la... Régnier je vais y arriver. Hein. On va développer des préceptes avec Brillat Savarin qui va faire la physiologie du goût, qui va mettre au point donc le concept « dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es », donc déjà très à l'avance. Et on va mettre au point donc un jury de la dégustation des dégustateurs et des gourmands qui vont faire une sélection dans tous les gens qui passaient à la table à l'époque, en leur disant qu'il faut manger en silence, d'où tout ce qu'on nous a éduqué quand on était petit, d'où ça vient ? Eh bien, ça vient de Grimaud de la Reynière. Manger en silence, déguster avec passion chacun des mets, et il va véritablement créer même un jury où ils vont se réunir. Et c'est vraiment, pour lui, Grimaud de la Reynière est vraiment un homme tout à fait intéressant. Il est extrêmement riche. Son père a fait fortune dans le commerce des cochons. Oui. Et il a décidé de mettre toute sa fortune à l'évolution pour permettre aux gens incultes et post-révolutionnaires de leur apprendre à manger et qu'est-ce que c'est que la gourmandise et la dégustation. Et donc tout le monde va se vanter de grandes connaissances en matière culinaire. Et on voit ici, je vais vous lire un petit morceau, les bouches. Le jury, donc Grimaud de la Reynière disait du jury des dégustateurs et des gourmands,
qui triomphe à cette époque-là. Le jury est composé de mâchoires qui ont vieilli sous le harnais de la gourmandise et dont le palais, exercé dans toutes les branches de l'art du dégustateur, sait apprécier dans toutes leurs parties les objets qui sont soumis à son jugement. On voit très bien ici la mastication extraordinaire et cet art qui est devenu l'art de la gastronomie. De grands créateurs vont naître, comme Marie-Antonin Carême, qui va directement, lui, il est d'origine miséreuse, il va être abandonné par son père à 11 ans, il va travailler dans une petite gargote et va être engagé par un très grand pâtissier qui est Bailly à l'époque et qui va, ses heures perdues le soir, aller au cabinet des estampes. Et au cabinet des estampes, qu'est-ce qu'il fait? Il copie les ordres classiques, il copie des planches d'architecture et va directement s'en inspirer pour réaliser des gâteaux et des pièces montées extraordinaires. Regardez ici, vous avez une pièce extraordinaire avec un montage des pavillons qui représentent les différents moments historiques. Et Napoléon va l'adorer parce qu'il met véritablement en scène dans la gastronomie les grands moments de son histoire. Eh bien, je vois que la table est servie. Il est temps que nous passions à table à Louvigny. Vous voyez, les tables ne sont pas toujours servies avec le même type de personnel, quand on peut voir chez Rops. Mais nous sommes quand même attendus. Donc, je vous invite à rejoindre Louvigny. Donc, Louvigny est un peu, comme à l'exemple du château de Tauzé, un château 19e. Son origine est bien plus ancienne, parce que vous voyez cette fameuse tour, la fameuse tour qui est ici, a une origine qui remonte à 1473. Il rentre dans la famille en 1716 et de l'année en année, et en 1870-1878, ce château va être transformé en château néo-renaissance. Vous connaissez le 19e, très éclectique, qu'on revoit d'ailleurs à travers les différentes représentations de Rops. Et vous avez alors une famille qui y habite, et ce sont eux qui ont véritablement transformé le château et en ont fait ce château très bel au bois dormant avec ses cheminées, ses tours. C'est Léon de Villegas et son épouse, la comte Léon de Villegas, son épouse, la comtesse Ferdinande de Mayen. Moi, je suis d'ailleurs d'Andois, je suis de Moreau d'Andois, et on a été adoptés par la plus jeune, qui est Albertine de Villegas, parce que toute cette famille va s'éteindre, et Albertine de Villegas va adopter mon père. C'est la raison pour laquelle je m'appelle Florence de Moreau, d'ici à côté, de Namur, et de Villegas de Saint-Pierre, puisqu'on a repris, et moi je porte avec fierté le nom de ma grand-tante, puisqu'elle m'a laissé un très beau patrimoine que j'aime beaucoup partager. Cette famille sans descendance va transformer le château, et c'est la même époque que Félicien Rops et que sa jeune épouse Charlotte Paulet de Favaux, que vous connaissez certainement mieux que moi, et qui vont vivre pratiquement dans le même monde. Bien sûr, d'un côté l'aristocratie, d'autre côté une bourgeoisie aisée où le père de Rops est un riche industriel qui développe son industrie avec les Indiennes, ses tissus, et qui vit dans l'opulence dans ce même monde. Ici, bien sûr, vous connaissez certainement l'entrée du château de Tauzé, peint par Rops, où il vante la beauté de la nature. À Louvigny, on a aussi un parc de 15 hectares, à peu près la même dimension, où mes ancêtres ont fait d'abord un parc dessiné par Peterson et puis par la suite par Louis Fuchs, qui était amoureux des arbres aussi. Donc on est dans ce même esprit de l'amour des arbres, mais aussi cette même étiquette et ce même carcan de vie que le 19e siècle apporte. Le 19e siècle est un siècle qui est assez... il n'y a pas que Rops qui s'y sentait à l'étroit, et c'est pas parce qu'il était à Namur, je crois qu'il se sentait dans ce carcan. C'est un monde très à l'étiquette, comme l'est la tenue de la femme. Et j'aime bien comparer ces deux aspects, puisque vous retrouvez ici le cabinet de toilette à Louvigny. On retrouve, regardez, j'ai retrouvé un très joli tableau, donc la toilette de 1878-1881 par Rops. On retrouve cette même ambiance. Alors il faut dire qu'il y a deux types de femmes. Il y a d'une part le lys blanc, la maîtresse de maison, l'épouse parfaite, vierge à la naissance, qui a été en pension, qui a brodé son trousseau pendant toutes ces années de pension, qui arrive au mariage, qui fait un beau mariage, qui épouse souvent un homme plus âgé, avec un beau titre, un beau nom, le rêve, la belle au bois dormant presque.
Et de l'autre côté, eh bien, on retrouvait les demi-mondaines, Liane de Pougy, toutes ces femmes qui sortaient un peu des rayons et qui étaient souvent les amours de ces hommes et qui étaient surtout des croqueuses de diamants, hein, puisque on est bien d'accord, Liane de Pougy donnait ses faveurs. Vous savez qu'assister à la sortie du bain de Liane de Pougy, on payait 25 000 francs or de l'époque au XIXe siècle. Hein. Vous regarderez donc différemment cette représentation où vous voyez un homme très élégant qui sort certainement d'un bal et qui vient voir une cocotte. Hein. Donc, ce n'était pas gratuit. Et les hommes étaient extrêmement fiers d'avoir à leur bras une Liane de Pougy ou la Païva, parce qu'elles étaient impayables. Et donc, les avoir à leurs bras, c'était montré comme sa vaisselle à sa table, hein, audio ou biennet, eh bien, ça montrait qu'on était quand même dans le haut du pavé. Et on retrouve aussi, typique de l'époque, ces carcans physiques et mentaux. Ce sont ces corsets qui vont réapparaître très souvent dans l'œuvre de Hobbes, que l'on voit très bien ici. Les corsets que l'on portait, vous savez qu'il y avait des corsets pour les petites filles. On estimait qu'en fait un corset à l'origine servait à maintenir les viscères à l'intérieur du corps, que sans ça, tout sortait. Et donc, oui, Scarlett O'Hara, vous voyez ça différemment, elle s'évanouissait. Donc, toutes ces femmes avaient vraiment des problèmes de santé, tombaient dans les pommes. Il y avait des petits sels qui leur permettaient, qui étaient en fait de l'ammoniac, de reprendre leur esprit. Elles avaient une taille très séduisante, on avait une taille en col de cygne, c'était vraiment en sablier, on appelait ça à l'époque, mettant en valeur la poitrine et l'arrière-train. Mais ces femmes qui étaient les jeunes épouses tombaient souvent dans les pommes donc, et en plus de ça vivaient de façon très couverte, puisque ici on voit le bain, la fin du 19e siècle, c'est la grande époque de l'hydrothérapie. On prenait son bain avec une chemise de bain, on dormait, chemise de bain, on ne prenait pas son bain nu, et puis chemise de nuit, et puis après on se reposait sur un rocking chair, et surtout on devait savoir connaître toute l'étiquette. Il y avait des livres de maîtresse de maison qui faisaient plus de 200 pages dans lesquels on vous apprenait toutes les bonnes manières. Et c'était vraiment une énorme responsabilité d'être une maîtresse de maison. Voilà, ici on voit très bien symbole de ce carcan dans la société, de ce corset qui vraiment maintenait les femmes de façon paradoxale, et ce côté très mondain qui est représenté ici avec la trapale. J'espère que c'est correct. Parce que j'ai vu tellement de noms sur internet, donc oui, ok, ça va. Avec ces femmes très séductrices, très séduisantes, ces tenues très 19e avec des suivez-moi jeune homme qui sont en fait ces jupons magnifiques avec des broderies, des dentelles qui s'appelaient des suivez-moi jeune homme, justement pour être d'autant plus aguichant que parce qu'elle faisait un très joli froufrou quand vous déplaciez, on entendait le froufrou, puisque comme c'était en fait du taffetas sec qui était repassé, on entendait tout ce bruit, ce grissement, d'où le nom froufrou. Et alors, cette société très mondaine où on allait à l'opéra, non pas parce qu'on était mélomane, mais surtout pour montrer ses nouvelles tenues, ses nouveaux bijoux, et se montrer. Donc, on comprend très bien Hobbes qui en fait souvent des caricatures. Mais voilà, les chevaux sont attelés. Je dois vous emmener, il est temps, vos chevaux sont arrivés. Nous sommes devant le château de Louvigny. Et voilà, en effet, tous les domestiques sont prêts pour vous accueillir. Vous retrouvez ici... Où est-ce qu'il est mon cuisinier? Non, d'une pipette. Alors, le cuisinier et majordome, femme de chambre, fille de cuisine, tout le monde est au complet pour vous inviter et vous recevoir. À l'époque, vous arriviez en calèche. Et les calèches, il y a des boxes doubles pour accueillir les chevaux des invités, puisque les calèches avaient toujours au moins 2 chevaux. Vous passiez alors, après le hall d'entrée, dans le salon. Ici, c'est le salon rose à Louvigny et le salon de Tauzé, qui sont un peu dans ce même esprit, cet éclectisme, ce côté un peu 18e, que l'on retrouve dans les 2 endroits. À cet endroit-là, eh bien, les messieurs choisissaient une dame que la maîtresse de maison leur avait imposée, et on vous offrait d'emblée, pas d'apéritif, mais beaucoup mieux, le coup d'avant. Le coup d'avant, c'est un petit coup d'absinthe.
J'espère que vous avez pensé à prendre les wraps. Non? Ah, on est déçus, on est déçus. J'aurais dû y penser. La prochaine fois, je viens avec le coup d'absinthe, un peu d'absinthe, tout le monde partait guilleret, et on rentrait, à un moment donné, bien sûr, ayant bu le coup d'absinthe, le majordome entrouvrait la porte et disait « Madame est servie ». Et tout le monde, alors, chaque messieurs ayant enlevé ses gants, prenait le bras de la dame qui lui avait été avancée et passait à la salle à manger. Nous voici dans la salle à manger à Louvigny, salle à manger noire, c'est le grand ton de l'époque, salle à manger noire avec une table à rallonge et avec des rallonges pour accueillir plus de 25 personnes. Donc selon le nombre de convives, vous aviez invité 10, 15, 20, hop, on rajoutait une rallonge, avec un grand nombre de portes aussi, des portes noires en chêne, pas imitation au faux bois, grand chic de la mode au XIXe siècle, puisqu'il fallait peindre chacune des nervures du bois, un travail impensable. On retrouve alors aussi le service, qui est un service à la russe. En effet, vous voyez que toutes les cloches que l'on déclochait dans le service à la française ont disparu. Ceci étant dit, donc on va pouvoir utiliser le centre, le milieu de la table pour mettre davantage de fleurs. Ici, il y a une corbeille de fleurs, c'est la fameuse verrière qui a disparu. On la remplisse de fleurs, c'est fini. Maintenant, la verrière, puisqu'il n'y a plus de verrière, puisqu'on a mis les verres à table. Et en effet, vous voyez, la gobeletterie en cristal est à table, les services sont là, et vous avez le service des princes de Béthune, avec y compris, ici c'est un sucrier, étant donné que le sucre au XIXe siècle est très cher, eh bien on sucre les plats. Nous passons alors, hop, voilà, le service à la russe, vous voyez ici, tous les plats ne sont plus là et on remplit petit à petit avec différents objets, des corbeilles. L'une des femmes qui va le plus marquer l'art de la table au XIXe siècle, c'est Eugénie, l'impératrice Eugénie, qui adore Marie-Antoinette, qui adore les froufrous, les dentelles, et qui va véritablement féminiser en mettant des broderies, des dentelles partout. Et vous voyez ici, hein, on voit le milieu de table avec la broderie, les dentelles, tous les verres, le verre à eau, le verre à vin blanc, le verre à vin rouge, le verre pour le toquet, la flûte pour le champagne qui se sert au dessert, et ici, ce que vous connaissez, que l'on croit être des rince-doigts, ce sont des rince-bouches. À la fin du XIXe siècle, on est dans la lutte contre les miasmes, l'antisepsie, et on va véritablement se rincer la bouche à la fin du repas, comme si on se lavait les dents. Voilà, c'est comme ça. Oui. Les couverts, abondance de couverts, c'est l'époque, évidemment, comme la gastronomie est salon à pause, on choisit des couverts pour chacun des mets. Couverts pour les couteaux, pour le poisson, des couverts à poisson, des couteaux pour le fromage, des pelles pour les asperges, et ainsi de suite. Vous voyez ici toutes les pelles pour une asperge, même des pinces à salade à ressort. Alors ça, c'était très pratique. Hein. Mais alors, ce qui est surtout important au XIXe siècle, c'est la galvanoplastie. Charles Christophe va développer, et ça c'est très important, va développer quoi? Le métal argenté. Et donc ça va se démocratiser. Alors qu'auparavant, Audio, Henri-Auguste, etc., faisaient des services uniquement pour les gens qui avaient les moyens, enfin, maintenant, grâce à la galvanoplastie, en 1844, Charles Christophe va développer donc des services qui vont se démocratiser et qui sont pour tout le monde. On voit qu'à table, on ne sert pas que des mets chez Rops. Hein, et par contre, oh, j'aime beaucoup votre conservatrice, elle rit beaucoup, j'adore. Il fallait rebondir. Hein. Par contre, on voit très bien chez Rops ici un point qui est cette table extraordinaire. On voit qu'à table, c'est bien sûr le scandale, on raconte un peu tous les cancans, alors qu'au XIXe siècle, la bienséance voulait qu'à table, on ne parle que de sujets agréables. Pas de politique, pas de choses qui dérangent, et la maîtresse de maison s'habille le moins bien pour mettre en valeur chacun de ses invités. Hein. C'est fou, hein. Bien loin. Et pour terminer, la cuisine, eh bien sûr, un petit mot avant de passer à la fin de cet apérops, sur la cuisine. Et vous voyez, la cuisine d'Anserem, de l'auberge d'Anserem,
de l'auberge d'Anserem ici, où on voit le fourneau, et c'est toujours la même chose, puisque ici, nous sommes à Louvigny, et je vous inviterai à venir vraiment me rendre visite, j'en serais ravie, avec le fourneau, la table à cuisinière qui se déplaçait pas plus loin que l'espace entre le fourneau et la table, tous les accessoires. La seule personne qui peut venir parler à la cuisinière, c'est le facteur. Parce que, très important le facteur, c'est lui qui apporte les nouvelles, c'est lui qui raconte les derniers faits, pas de télévision, pas d'internet, n'oubliez pas. Et donc, le facteur, c'est lui qui sait tout, et le fauteuil pour pouvoir se reposer, puisque la cuisinière, à un moment donné, a le droit de prendre du repos, tandis que les domestiques, les autres, travaillent. C'est le festin de Babette. Et pourquoi? Parce que les menus sont extraordinaires. On commence par un hors-d'œuvre, comme vous voyez ici, souvent des huîtres. Ça permet d'éveiller les papilles gustatives, les huîtres. Ça, il faudra y penser. Ça éveille. Et puis après, on passait à un hors-d'œuvre. Un hors-d'œuvre. Et alors, généralement, après le hors-d'œuvre, c'était un potage. Le grand chic, le consommé le plus transparent possible. Grand savoir-faire de la cuisinière. Et puis, on passe à une entrée chaude, généralement volante. Les croustades, les barquettes nuptiales, qu'on a connues quand on était communiant, vous vous souvenez, des petites barquettes nuptiales, etc. Légères et agréables, tout ça farci de riz de veau, de truffes, oui, bien sûr, de foie gras, bien sûr. Et puis on passait, comme vous le voyez ici, on le voit, les hors-d'œuvre, les riz de veau. Après, on passait aux relevés, les relevés importants. Le relevé, qu'est-ce que c'est? C'est enfin les choses sérieuses. Donc, c'est les relevés. D'abord, le poisson, c'est souvent du saumon ou du turbo avec une sauce mousseline, des pommes de terre. Et puis après, on passait au relevé de viande. Il y a 5 viandes différentes. Il faut dire qu'en 1900, on mangeait plus de 500 grammes de viande par jour. En faisant le carême, c'est-à-dire que pendant le carême, pas de viande, les vendredis, du poisson. Et malgré tout, on mangeait jusqu'à 500 grammes de viande. Du poisson, la première viande, du gibier, et puis les poulardes, et puis les petits oiseaux, les grives, les alouettes, etc., pour enfin arriver à la pause de l'estomac, un petit sorbet à la kirsch au champagne, ou un punch, grand mode du punch. Et enfin, on passe, je vais quand même vous les montrer, on voit ici, au buisson de caille, quand on parlait, à Louvigny, j'avais fait tout un exposé des buissons de caille, l'écrevisse, le saumon, et on retrouve également, quand je parlais des buissons de caille, la galantine de dinde sur socle, toujours une présentation dans ce qu'on nous avait vu de l'époque napoléonienne qui perdure avec Antonin Carême, etc. et qui font vraiment de la cuisinière une star. On va même jusqu'à noter son nom dans les menus. Termine tous ces plats salés par un buisson de homard, queue de homard coupée avec chaque fois une petite lamelle de truffe. Tout ça en buisson. Et pour terminer, le dessert, les bombes glacées, 2 heures de travail pour chaque parfum de bombe, pour chaque parfum de glace, et on arrivait petit à petit à la fin du repas où le moment le plus important avait été l'ananas qui était présenté sur des présentoirs et qui valait son pesant d'or à un tel point, et c'est pour terminer une petite anecdote, Sarah Bernard, ayant reçu des grands amis écrivains chez elle, avait loué un ananas parce qu'il valait tellement cher. À un moment donné, un de ses amis écrivains prend le couteau pour trancher et elle fait semblant de mourir. Comme elle savait le faire si bien sur scène, on allait la voir pour mourir. Pas de chance, le couteau avait tranché la nana, elle a dû le payer. Voilà, et c'est sur ces dernières abeilles, avec ce merveilleux tableau, où on retrouve toute cette beauté, ce raffinement de la table à la fin du 19e et à l'époque de Rops, que je vous souhaite, mesdames, je dirais, mesdames et messieurs sont servis.